Bonjour à toutes et à tous. Merci à Clara, Sylvie et à Laurent de leur invitation. Donc je vais éviter de vous donner des recettes parce que je suis un très mauvais cuisinier. Donc on va simplement réfléchir à quelques points qui peuvent nous aider les uns les autres dans nos contacts avec les familles. Alors le titre, c'est « Comment mener la diversification ?» Peut-être que « mener » n'est pas le mot plus adéquat, mais je l'ai gardé comme ça me permet d'illustrer quelque chose qui me tient à cœur. C'est que la diversification, c'est pas un parent qui va imposer à un enfant ce qu'il aimerait qu'il mange, mais ça va être entre deux individus, un grand et un petit. Et donc, mener n'est probablement pas l'ambiance qu'il va falloir garder présente à l'esprit. Voilà, quelques mots de définition. C'est quoi la diversification alimentaire? Bon, la définition est simple dans les pays industrialisés. C'est la consommation d'autres aliments que le lait, qu'il s'agisse du lait maternel ou bien qu'il s'agisse des substituts du lait maternel, les SLM, mais qu'on appelle dans notre langage courant, notamment quand on parle avec les parents, les laits premier âge. Pour l'OMS, la diversification a une définition différente puisque l'OMS considère qu'il y a que le lait maternel qui doit être considéré, et donc un enfant qui reçoit un substitut du lait maternel, aux yeux de l'OMS, dans la définition de l'OMS, est déjà un enfant diversifié. Alors, qu'est-ce qui va déterminer le début et la nature de la diversification alimentaire? Je pense que j'enfonce une porte ouverte en disant que ça ne va pas être qu'un problème de nutrition. Loin s'en faut. Clara l'a dit tout à l'heure, manger, c'est un acte social. Eh bien, manger des nouveaux aliments, même quand on est tout petit, c'est aussi un acte social. En tout cas, c'est un acte social pour les parents. Donc, ça va dépendre de plein de choses que vous et moi, on ne peut pas contrôler. Donc, il va falloir faire avec. C'est la place de l'enfant dans la famille. Le cinquième ne va pas être diversifié de la même façon que le premier. Le poids des générations précédentes dans la famille. Parfois, le poids est quasiment nul. Parfois, il est très important. Les conditions socio-culturelles et économiques, on ne va pas diversifier de la même façon à Strasbourg, à Lille, à Brest et à Perpignan, et a fortiori à Strasbourg et à Cologne, ou à Strasbourg et à Birmingham. Voilà, la culture joue un rôle important, les habitudes alimentaires familiales, la mode aussi, hein, bien sûr, il y a les gourous qui sont là, idéalement pour sauver le monde, probablement plus pour remplir leurs poches, mais c'est un autre sujet. Et puis de temps en temps, il y a un peu de science, et c'est un domaine dans lequel, pour être plus sérieux, il y a vraiment des données scientifiques de plus en plus solides qui nous sont disponibles, et c'est évidemment une très bonne nouvelle. Donc, premier message, les facteurs culturels et socio-économiques. On sait très bien que les messages que l'on passe ne sont pas toujours enregistrés. Et une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas forcément facilement enregistrés en matière d'alimentation, c'est le poids de la culture et des facteurs socio-économiques. Alors, à quoi ça sert la diversification? D'abord, ça sert à couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant lorsque le lait maternel, malgré tous ses bénéfices, devient à lui tout seul insuffisant pour couvrir l'ensemble des besoins nutritionnels du nourrisson aux alentours de 6 mois, un peu après, mais bon, il fallait bien fixer une limite. Donc ça, c'est le premier intérêt, évidemment, de la diversification. Ce n'est pas le seul, il y a aussi la socialisation, la maturation neuropsychologique et sensorielle, dont on a dû vous parler ce matin, la découverte, l'éducation du goût, idem, on vous en a parlé ce matin. Et en fait, ça va être une véritable petite révolution dans la vie de l'enfant et de ses parents. Alors, révolution, ça a un côté un peu inquiétant, pas du tout, hein, c'est au contraire très excitant, des nouveaux goûts, des nouvelles textures, l'arrivée éventuelle, on verra pourquoi, de la cuillère, la position de l'enfant qui va changer, hein, qui va devenir face à face avec ses parents et plus forcément côte à côte. Bref, encore une fois, un processus nutritionnel, certes, mais aussi social. Alors, pour essayer de réfléchir à l'âge auquel il pourrait être raisonnable de commencer à penser à donner autre chose que du lait, est-ce qu'on a des limitations physiologiques qui pourraient nous aider?
tel ou tel organe qui serait immature jusqu'à tel ou tel âge, ce qui nous permettrait de dire, bon, avant cet âge, pour des raisons physiologiques, les enfants ne sont pas prêts. Alors oui et non. Si on regarde le rein, j'aurais dû mettre les reins, il y en a deux, pendant les 2 à 3 premiers mois de vie, l'enfant n'est pas capable d'épurer des quantités très très importantes de protéines et de sel. Bon, globalement, ce n'est pas une limitation physiologique majeure. Idem sur le plan digestif, vous pourriez penser à donner du cassoulet ou de la choucroute, évidemment sous forme liquide, à un jeune nouveau-né. Grosso modo, il a à peu près les capacités de digérer soit la choucroute, soit le cassoulet. Je ne suis pas en train de faire de la promotion, c'est juste pour vous expliquer qu'il n'y a pas vraiment de limitation physiologique sur le plan digestif. En fait, le principal élément qui permet de réfléchir à l'âge où on pourrait raisonnablement démarrer la diversification, c'est la maturation neurosensorielle et rien d'autre. Et comme les nourrissons ne vont pas avoir une maturation identique, ça suggère qu'un seul âge de diversification, en termes de recommandations, ne va pas forcément le faire, eu égard à la variabilité de cette maturité d'un individu à l'autre. Alors j'ai juste mis quelques exemples pour réfléchir. Bon, pour être diversifié, c'est raisonnable d'imaginer que c'est mieux d'être capable d'avoir une station assise. Vous voyez qu'en moyenne, c'est à peu près 5 mois, mais ça varie considérablement d'un nourrisson à l'autre, 4 mois à 9 mois. Ouvrir la bouche en réponse à une cuillère, même si encore une fois la cuillère n'est pas le seul outil, 4 mois et demi. Mais vous avez des rapides, 2 mois et demi. Vous avez des moins rapides, 9 mois et demi. Bon, ils ne valent pas plus ou moins que les autres, suivant qu'ils soient lents ou rapides. Être capable de propulser les aliments en arrière avec la langue, ça c'est un point important, parce que avant c'est le réflexe d'extrusion. Vous mettez un morceau d'aliment sur la langue d'un nourrisson, il va l'expulser. Et puis ensuite, il va être capable de l'évacuer vers l'arrière et de déglutir. C'est à peu près 5 mois. Mais là encore, vous avez les champions et vous avez les escargots, si je puis dire, qui, eux, vont mettre un peu plus de temps. Ce n'est pas pour autant que les escargots valent moins que les champions, bien sûr. Donc cette maturité neurosensorielle, globalement, il y a assez peu de données de la littérature. On trouve ça dans des vieux livres de physiologie, des vieux grimoires un peu poussiéreux. Donc il y aurait du travail à faire là-dessus. Cette maturation neurosensorielle, elle survient entre 3-4 mois pour certains et 6 mois pour d'autres. Alors ça correspond tout à fait à notre expérience clinique. On croise des familles qui nous disent « Bon, j'ai lu qu'il ne fallait pas diversifier avant tel âge, mais là, mon petit nourrisson, là, il me regarde avec des yeux de cocker quand il est à côté de nous et qu'il nous voit manger. Il veut presque sauter de sa chaise sur la table où nous, les adultes, on mange. Docteur, je fais quoi ?» Et puis à l'inverse, vous en avez d'autres où globalement, ça ne les intéresse pas vraiment. Ça va venir après. Voilà. Donc le mot-clé, c'est la variabilité. Alors qu'est-ce qu'on a comme recommandation? J'insiste sur le fait qu'en français, recommandation, ça ne veut pas dire obligation. La recommandation, c'est une incitation à adopter un comportement particulier, rien d'autre. Donc, il ne faut pas confondre l'obligation de mettre sa ceinture de sécurité quand on est en voiture avec la recommandation de se promener pour faire les fameux 10 000 pas par jour. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas donner à des institutions des messages qui ne sont pas ceux qu'ils ont émis initialement. Alors pour l'OMS, c'est simple, puisque comme vous le savez, la recommandation de l'OMS depuis 2002, c'est un allaitement maternel jusqu'à l'âge de 6 mois, et donc ipso facto, le début de la diversification de l'alimentation pour l'OMS, c'est après cette période d'allaitement maternel exclusif, qui est donc à partir de 6 mois. Juste pour information, les champions du monde de l'allaitement, à peu près à égalité, norvégiens et islandais, ont des taux d'allaitement exclusif à 6 mois qui sont aux alentours de 40%. Je ne vous donnerai pas le taux français pour 2 raisons. La première, c'est que personne ne le connaît, malheureusement. Et la deuxième, c'est que ça vous mettrait dans une humeur absolument dramatique pour le reste de l'après-midi. Donc, on va y renoncer. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, au-delà de cette recommandation,
C'est ça le message. Il y a quand même une foultitude de nourrissons dont il faut bien s'occuper bien avant l'âge de 6 mois parce que malheureusement, pour des raisons diverses, ils ne sont plus allaités de façon exclusive. Et puis vous avez les recommandations françaises, européennes, des pays anglo-saxons, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, toujours un petit peu les mêmes, qui sont plus larges, avec un début de la diversification alimentaire qui, idéalement, ne doit pas être réalisé avant l'âge de 4 mois, mais qui ne doit pas non plus être débuté après l'âge de 6 mois. Donc, on est plutôt dans une fenêtre d'introduction. Alors, qu'est-ce que dit la science? Parce qu'il y en a quand même de plus en plus, bonne nouvelle. Donc, il y a quelques années, la Commission européenne a donné un travail à l'EFSA. EFSA, c'est l'acronyme de European Food Safety Authority, l'autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments, pour répondre à la question suivante: à quel âge il faut débuter la diversification? C'est 4 ou c'est 6 mois? Merci de répondre rapidement. La réponse a mis presque 3 ans à être publiée parce qu'il y avait un petit peu de travail derrière. L'objectif de la Commission européenne, ce n'était pas un objectif de santé publique, c'était un objectif d'étiquetage. Est-ce qu'on va étiqueter les aliments de diversification comme pouvant être consommés à partir de l'âge de 4 mois, ce qui est la situation actuelle, ou bien est-ce qu'il ne faut pas différer ça après l'âge de 6 mois? Donc, un groupe de travail de l'EFSA a considéré un certain nombre de points de santé que j'ai indiqués là. La liste est longue, c'est un inventaire quasiment à la Prévert, si on peut dire. Donc, je ne vais pas passer à travers tous ces points, d'autant plus que le message est extrêmement simple. En fait, ça ne change strictement rien que vous démarriez à 4 mois ou à 6 mois pour la croissance, le développement, les pathologies auto-immunes, allergiques, métaboliques, etc., etc. Ça ne change rien, en tout cas au vu des données de la littérature qui étaient disponibles à cette période. Donc du coup, vu du côté de la Commission européenne, pas de modification sur l'étiquetage des produits de diversification. Je vous rappelle que la Commission européenne est un organisme administratif et pas politique. Et de deux, que la santé n'est pas une prérogative de l'Union européenne. On l'a bien vu pendant la pandémie du Covid. Donc, il ne faut pas donner des responsabilités à des organismes à qui on n'a pas donné ces responsabilités. Un élément de simplicité. Alors, j'aurais pu vous montrer 40 diapositives, mais Laurent aurait été fâché. Mais comme je l'aime bien, je n'ai pas mis les 40 diapositives. Est-ce qu'on a de la littérature sur à quel âge il faut introduire les principaux allergènes alimentaires? On les connaît tous, hein, le lait, l'œuf, le poisson, l'arachide, le soja, le blé, etc. Je fais partie de la génération, et je pense qu'il y a peut-être quelques personnes dans la salle également, ça va me rassurer de ne pas être tout seul, qui ont été instruits avec l'idée que les aliments allergisants, plus on les donne tard, mieux c'est. C'est pas complètement illogique hein, sur le plan physiologique. Bon, en fait, c'était tout faux, parce que finalement, ça fait pas de différence. Il y a même peut-être une tendance chez les enfants les plus à risque d'allergie à penser c'est peut-être l'inverse qu'il faudrait faire, mais c'est trop tôt pour le dire. Donc, facilitation de la vie des parents, il n'y a pas de raison de faire de différence entre les aliments lambda et les aliments à risque allergique. Alors, ça, c'est toujours important de regarder, parce que nous, on a nos recommandations, on est content quand on les fait, on se pose rarement la question, est-ce que les recommandations ont été suivies d'effet, ce qu'on appelle l'implémentation. Et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie hein? Qu'est-ce qui se passe en France? Alors, la dernière donnée que l'on a, avec une enquête qui a coûté énormément d'argent, mais qui a permis de recruter une population représentative de la population nationale, ça c'est important, eh bien, elle montre que globalement, on est dans les clous, hein, puisque vous voyez qu'il y a, avant l'âge de 3 mois, c'était en 2015, donc ça fait une petite dizaine d'années maintenant, quelques pourcents d'enfants qui reçoivent une diversification. Je pense que ça ne doit pas être des quantités astronomiques, hein, c'est le début de la diversification. À 4 mois, vous en avez un tiers, à 6 mois, la quasi-totalité,
et après l'âge de 6-7 mois, 10%. Qu'est-ce que ça donne en termes d'âge médian? L'âge médian, c'est l'âge qui divise la population en deux. Il y a 50% qui vont être diversifiés avant cet âge et 50% après. 5 mois, pile poil, entre les 4-6 mois des recommandations des sociétés savantes, entre guillemets, ou des autorités de santé des principaux pays industrialisés. C'est important à prendre en compte parce que plus cet âge va être conforme aux recommandations, plus ça va être facile de passer des messages. Si vous passez des messages qui sont aux antipodes de ce que font les gens dans la réalité, ça va être encore plus compliqué, bien sûr, d'avoir un effet pratique. Alors, quand et comment commencer? Bon, je vais essayer d'être prudent, ça tombe bien, j'ai été élevé en Normandie, donc ça donne le sens des nuances. Voilà, entre 4 et 6 mois, bébé va bien et a envie, avec des petits signes, on connaît tous. Ses parents ont aussi envie. Ok, banco, on y va. Hein, d'accord? Voilà. Alors, le fait d'être normand, j'insiste une nouvelle fois, vous pourriez penser, bon, il y a une opposition entre la recommandation de l'OMS, pas avant 6 mois, et puis la recommandation occidentale, entre guillemets, entre 4 et 6 mois. Moi, je vois aucune contradiction. 6 mois, c'est compris dans l'intervalle 4 à 6. Donc, il est absolument évident que si un couple, une mère, a un projet d'allaitement maternel exclusif de 6 mois, il faut tout faire pour respecter ce projet, c'est clair, hein, bien entendu. Il ne s'agit pas de dire c'est 4 mois, qui pourrait être une tendance de certains industriels à communiquer de façon inexacte sur le plan scientifique pour évidemment vendre leurs produits. Donc on commence avec quelques cuillères, on va voir tout à l'heure qu'il n'y a pas que la cuillère, on augmente doucement, puis on arrive à peu près 120-130 grammes au bout d'une semaine. Alors avec quoi on commence? Mon maître, le professeur Fontaine, quand j'étais interne, ça fait un bail, m'a dit Turc, c'est simple, il faut commencer par la carotte. Et je lui ai posé la question, pourquoi la carotte? Il m'a dit, ben ça flash, ils aiment bien. Voilà. Bon, j'avais beaucoup de respect pour lui, j'en ai encore 40 ans plus tard, donc voilà. Mais en fait, bon, ça peut être ce que les parents souhaitent. Et là, je vais être un peu iconoclaste, mais je ne vais pas être iconoclaste pour le plaisir de l'être, je vais être iconoclaste parce que les données scientifiques permettent de l'être. On a tous tendance à dire, bon, ok, ça va être les légumes d'abord, les fruits après. Pas tout de suite les fruits, hein. Des fois qu'ils en tirent du plaisir et ça serait un petit peu dangereux. Et puis l'œuf, ça va être après, puis la viande, ça va être après, puis le poisson encore après d'après, et ainsi de suite. Ça ne repose sur rien. Rien du tout, zéro walou. Absolument rien. Donc, les parents font comme ils veulent. Évidemment, on ne va pas plaider pour une espèce d'anarchie ingérable par eux-mêmes au quotidien. Mais s'ils vous posent la question, bah écoutez docteur, nous on vient de Bretagne, alors le poisson ça nous branche, qu'est-ce que vous pensez du saumon à 4 mois? Pourquoi pas? Il n'y a pas d'argument pour dire que c'est pas bien de donner du poisson ou du saumon à 4 mois. Et si vous posez la question, et les brocolis, docteur, parce qu'ils commencent à penser que vous allez pouvoir répondre à leur question, là vous pouvez leur répondre, j'en ai pas la moindre idée. Bon, quand vous pensez qu'il aura envie d'y toucher. Alors, je suis un peu iconoclaste dans mes propos, mais c'est exprès pour vous dire qu'une bonne partie de ce qu'on fait ne repose sur aucune donnée scientifique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, puisqu'il y a le bon sens, les habitudes, la culture, la routine, etc. Mais ça peut être questionné. C'est ça le message que je voulais vous passer. Donc, il n'y a pas d'urgence, il faut être patient, il faut être bienveillant, il ne faut pas renoncer et il faut stimuler. Et pour ça, je vais vous montrer une étude qui est intéressante, qui a été réalisée par une scientifique allemande. Regardez la partie gauche de la diapositive, le schéma de gauche. Vous voyez, vous avez deux traits. Le premier trait qui est à peu près horizontal, ça correspond à la consommation, intake en grammes, de légumes. Et donc le groupe qui est très haut et qui est tout droit, c'est le groupe qui d'emblée aime bien le légume qu'on lui donne. C'est des enfants que les parents bénissent, bien sûr, puisqu'ils répondent à leurs attentes. Et puis vous avez le deuxième groupe, voilà, est-ce que la flèche passe? Oui, c'est bon. Vous avez le deuxième rouge de ceux qui pourraient désespérer leurs parents. Pourraient, conditionnel. Mais il faut être têtu, il
faut être bienveillant, mais il faut être têtu. Et donc, ce que montre cette étude, c'est que si on refait une deuxième fois, puis une troisième fois, et ainsi de suite, globalement, au bout de 7-8 fois, évidemment, il faut être patient, on arrive à donner un goût à des enfants qui, au début, ne l'aimaient pas. Après tout, c'est exactement ce qui se passe pour nous. Quand on va dans un restaurant avec une alimentation qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais consommée, certains d'entre nous vont être enthousiastes d'emblée, d'autres vont l'être à la deuxième ou à la troisième participation, et d'autres n'y retourneront jamais parce qu'ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas recommencer. Ça, c'est un message fort. Et la partie droite de la diapositive, vous avez la population qui visait en deux. Les traits pleins, c'est ceux qui n'ont pas été allaités, c'est ceux qui ont été allaités, et les traits en pointillés, c'est ceux qui ne l'ont pas été. Et là, c'est l'occasion de passer un message. En règle générale, les enfants allaités ont une appétence pour les goûts et les flaveurs qui est assez nettement plus importante que ceux qui ne l'ont pas été. Donc ça, c'est un point qui est intéressant à savoir. Voilà, meilleure acceptabilité des légumes en cas d'allaitement. Alors, si l'enfant n'accepte pas la cuillère, là, on se dit, tiens, je vais peut-être réfléchir un peu. Une cuillère à dessert, on appelle à tort à café, mais bon, à dessert, en inox, dans la bouche d'un petit, c'est pas forcément enthousiasmant. D'accord? A fortiori, si en plus vous lui donnez non plus la cuillère à dessert, mais la cuillère à soupe. Là, ça devient quasiment le forceps ou les écarteurs. Hein. C'est pas top. C'est pas top. Et donc, il faut réfléchir. Il faut se dire, au-delà de « il n'aime pas », c'est peut-être que la présentation n'est pas top. Donc, je ne vais pas vous passer la liste de toutes les cuillères A, B, C, D qui résolvent tous les problèmes. J'ai vu même ce matin qu'on pouvait les acheter sur Amazon, donc il n'y a pas de petit profit. Il faut se poser la question de voir une cuillère qui ait un contenu plus faible. Voilà. Alors, il y a une grande question qui est est-ce qu'il faut mettre les légumes ou les fruits dans le biberon ou est-ce qu'il faut les donner à côté? Alors, vous dites ça à un cuisinier ou à un diététicien, il manque d'enthousiasme parce qu'à juste titre, il vous dit bon, c'est pas du tout les mêmes performances qui sont sollicitées. Donc, l'idée, c'est de dire si l'enfant est un mangeur standard, à la fin de son biberon qui aurait été un petit peu raccourci ou à la fin de la tétée qui a été un peu raccourcie, là c'est plus compliqué, on va essayer les légumes ou les fruits. Et puis pour ceux qui sont au biberon et qui ne sont pas enthousiastes, peut-être qu'on peut mélanger. Ce que je dis repose sur des réflexions et peut-être un peu de bon sens, mais il n'y a évidemment jamais d'étude qui a comparé ces deux points-là. Et puis, il ne faut pas s'énerver. Bon, évidemment, facile à dire, mais on sait toujours que dans les combats entre les parents et les enfants, pour manger, le résultat est toujours le même. Enfant 1, parent 0. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Et parfois, ça peut être 2-0, 3-0, mais c'est toujours 0. C'est toujours 0 pour les parents. Et plus on va s'énerver, plus ça va être compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué de passer d'un ordi à l'autre, mais on va y arriver quand même. Avec quoi on va diversifier? Grande question. Le petit pot machin ou bien l'aliment maison avec les carottes de papy? Cruel dilemme. Qu'est-ce qu'on va préférer? Bon, si les parents n'ont aucun temps pour faire la cuisine, le petit pot va aider. Si les parents ont un papy qui sait que sur les carottes, il ne faut pas mettre de pesticides et que les nitrates sont un sujet, on va plutôt utiliser les aliments maison. En fait, on va faire les deux en fonction de sa disponibilité, etc. Si vous vous interrogez sur le fait que les aliments bébés spécifiques de l'industriel X, Y ou Z soient bourrés de pesticides, de contaminants, de métaux lourds, etc., alors là, vous pouvez vraiment balayer ça d'un revers de la main, parce que c'est des produits qui sont plus bio que les bio. Il y a une réglementation européenne, et là on peut être content d'avoir une réglementation européenne drastique, qui fait que globalement, il n'y a quasiment pas de produits dangereux pour la santé dans ces produits. Voilà. Alors ils ont des goûts assez uniformes, et les textures, forcément, les changements sont plus abrupts, parce que les industriels n'ont pas le petit pot de 5 mois, de 6 mois, de 7 mois, etc.
Bon, les aliments de maison, ben, c'est bien, il faut veiller à la qualité des légumes et des fruits. Est-ce que produits de saison, locaux, du potager, etc. Bon, peu importe. L'important, c'est qu'on évite, bien sûr, les produits dangereux qui seraient rajoutés. Alors, quel conseil pour les parents? Alors, un point important que je mettrai sur la dernière diapositive, s'il y a deux mots qui sont totalement opposés à l'idée de donner des conseils en matière d'alimentation, c'est « il faut » et « on doit ». Ça ne marche jamais. Qui on est pour dire à des gens « il faut » et « on doit ». Ça n'a aucun sens. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques années, les Britanniques ont émis une recommandation sur l'introduction de l'arachide, pas avant 3 ans, dans la crainte d'une allergie à l'arachide. Ça s'est complètement télescopé avec la population britannique d'origine moyenne orientale qui consomme l'arachide depuis la nuit des temps, jusqu'à ce qu'une étude montre que consommer de l'arachide à partir de l'âge de 6 mois, ça diminue, souligné en rouge, ça diminue le risque allergique par rapport à la consommer après l'âge de 3 ans. Donc, vous voyez, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que sinon, c'est l'affrontement entre la culture d'un côté et une science molle de l'autre. Donc, jusqu'à 3 ans, les aliments spécifiques bébés, c'est une active pratique et sûre, voilà, en alternance avec les aliments maison, si les parents le souhaitent, et s'ils veulent jamais utiliser d'aliments bébés spécifiques, évidemment, pas de souci. Les industriels suggèrent qu'il y a un bénéfice nutritionnel à utiliser ces aliments spécifiques bébés. C'est inexact. Un enfant qui est allaité ou un enfant qui est au biberon, s'il consomme le lait de sa mère ou le biberon, plus une alimentation diversifiée faite maison, ben c'est tout bon. Et il n'y a pas de bénéfice à dire qu'il faut acheter les aliments X ou Y spécifiques bébés. Parce que c'est vraiment inexact. Alors, un petit mot sur la diversification menée par l'enfant, la DME, en anglais BLW, Baby Led Weaning, branché, encore un peu boboïde, mais qui pourrait rentrer dans la population générale. Voilà. Bon, le principe, je ne suis pas en train du tout vous drosser un tableau négatif, loin s'en faut. Le principe, c'est de dire, voilà, la cuillère, c'est intrusif. L'enfant, il est capable de savoir ce qu'il a besoin de manger. Après tout, un enfant allaité, il sait très bien ce qu'il a besoin de manger, puisque c'est lui qui va réguler l'arrêt des flux de lait maternel. Ça fait des belles photos, ça fait plaisir aux fabricants de poudre de lessive. Dans les publications, on vous conseille aussi de mettre quelque chose par terre, parce que ça va un tout petit peu gicler. Voilà. Mais ça fait des belles photos, hein, ça c'est clair. Alors, plus sérieusement, est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Il ne faut pas dire « Ah, c'est nouveau, c'est des trucs de bobo, ça n'a aucun intérêt ». Non, c'est intéressant de regarder. Hein. Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Donc, si vous êtes intéressé, il y a le comité de nutrition de la Société française de pédiatrie qui a publié un article sur le sujet. Voilà, les avantages, c'est que c'est avec un allaitement prolongé, avec une proposition des morceaux avant l'âge de 10 mois, et on sait qu'une introduction tardive des morceaux est un facteur de risque de troubles secondaires de l'alimentation, de troubles du comportement alimentaire. Il y a une préférence pour les aliments pour bébés faits maison, et puis ça permet de participer à la convivialité des repas familiaux. Les adultes ne sont pas obligés de se comporter de la même façon, évidemment. On pourrait penser que ça respecte mieux la satiété, mais ce n'est pas démontré, que la croissance est plus adéquate parce que du coup, l'enfant, d'une certaine façon, régule ses apports, alors que sinon, c'est les parents qui vident le petit pot jusqu'à la garde, et puis qu'il puisse y avoir une alimentation plus simple, moins de conflits. Ce qui est certain, c'est qu'on ne respecte pas les recommandations nutritionnelles, j'ai envie de dire, et alors, hein, à voir, on verra bien au fur et à mesure. Le risque de carence en fer, avec quelques petites études encore modestes, ne semble pas être confirmé. Idem pour les apports en graisse saturée. Voilà, on a évoqué une augmentation de risque de néophobie. Le plus important, c'est le risque accru d'étouffement, donc jamais avant 6 mois, jamais, hors de question, hors de question. Voilà. Mais je pense que c'est important d'avoir une petite idée parce que ça progresse. Alors, les végétaliens, Clara y a fait allusion. Il y a une bonne nouvelle, c'est que les végétaliens sont des gens qui sont bien au courant pour la quasi-totalité d'entre eux des soucis éventuels liés à leur mode d'alimentation qui doit être respecté.
c'est clair. Hein. Donc, il ne faut pas dire « Ah non, vous n'y pensez pas, votre nourrisson a 8 mois, végétalien, mais c'est juste pas possible. » C'est possible, c'est du boulot. C'est du boulot. C'est 1 heure d'évaluation par un diététicien. C'est des consultations de 30 à 45 minutes pour le professionnel de santé. Mais c'est faisable. De toute façon, même si vous dites qu'il ne faut pas le faire, les gens vont le faire quand même. Donc, il vaut mieux leur donner des indications avec les supplémentations qui sont le plus souvent limitées au fer et à la vitamine B12. Comme Clara l'a dit, la vitamine B12, c'est vraiment un point important avec le retentissement éventuel sur le plan neurologique d'un déficit en vitamine B12. La plupart des enfants de familles végétaliennes sont allaités, ils sont allaités dans la durée. Au cas où ils ne le seraient pas, eh bien, pour répondre aux souhaits des parents, on peut utiliser des substituts du lait maternel à base de protéines de soja ou de riz, ce qui ne va pas heurter leurs convictions, et c'est des produits qui répondent à la réglementation européenne. Alors le bio, c'est la préoccupation croissante des parents. Pourquoi les parents choisissent le bio? C'est pour éviter les pesticides, hein. On fait pareil, nous les adultes, pour mieux consommer, réduire l'impact environnemental. Néanmoins, il n'y a pas d'avantage nutritionnel. Il n'y a pas d'avantage nutritionnel à avaler un aliment bio. Il y a un avantage en termes de produits toxiques, bien sûr, qui sont moins présents. Et puis, pour saurer un peu, c'est pas parce que on mettrait au point du Nutella bio qu'il faudrait encourager à l'excès la consommation de Nutella bio. Donc le bio, c'est pas non plus un gage de qualité nutritionnelle intrinsèque. Je termine. Comment on peut optimiser la diversification? C'est juste pour montrer une étude intéressante sur la diversification. Évidemment, toutes ces études sont des études d'observation, ce pas des études randomisées, tirage au sort, c'est impossible à faire. Donc, il faut toujours les prendre avec réserve. Il n'y a pas forcément un lien de causalité. Donc voilà, c'est une étude qui a été faite toujours par Andrea Mayer, qui est une physiologiste allemande, en collaboration avec un spécialiste du goût qui travaille à l'Institut du goût à Dijon, bref, des gens de très très haut niveau. Ils ont comparé 3 modes de diversification. La diversification avec une diversité extrêmement faible, carotte, 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 tous les jours, pendant 10 jours. Andrea Mayer a dit, c'est comme ça qu'on fait en Allemagne. Bon, pourquoi pas. Après, vous avez la diversité moyenne. Donc, vous avez le jour carotte, le lendemain artichaut, quelques jours plus tard, les haricots verts, etc. Ça va? Et pumpkin, c'est la citrouille. Et puis, vous avez la grande variété, un peu à la française, finalement, où tous les jours, on va changer. Et donc, on fait ça, le temps de la diversification, et on regarde ce qui se passe à l'âge de 15 mois et à l'âge de 6 ans. Eh bien, à l'âge de 15 mois, quand on compare les enfants allaités versus non allaités, breastfed à gauche, allaités, formula fed au biberon à droite, eh bien, le nombre de légumes qu'ils aiment bien à l'âge de 15 mois est un peu plus élevé. Bon, ce n'est pas fondamental, mais c'est un premier résultat. Plus intéressant, quand on regarde l'attrait des enfants, qui peut être jugé par des photographies en fonction de leur visage, eh bien, on se rend compte que lorsque on a eu une diversification très variée, eh bien, on aime plus de légumes et on les aime de façon plus intense que quand on a eu une diversification assez stéréotypée, assez monomorphe. Et puis, le troisième point, c'est les quantités cette fois-ci. Donc, vous avez la quantité à l'âge de 6 ans. Vous voyez que ceux qui ont été allaités, ils consomment plus de légumes que ceux qui ne l'ont pas été, ce qui a priori est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, quand vous regardez toujours la quantité, donc là, c'est une mesure, ce n'est pas une impression, eh bien, vous voyez que là encore, la balance penche du côté des enfants qui ont eu une diversification très, très variée et pas monomorphe avec la carotte tous les jours pendant 10 jours. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à se lâcher un peu. Il ne faut pas surmédicaliser un sujet qui n'a pas non plus trop lieu de l'être. Il ne faut pas noter à la virgule ce que l'enfant a mangé à 11h23 et à 13h42. Ça ne me paraît pas un bon système. Voilà, je suis désolé de l'aspect un peu chaotique du texte.
Alors, pour terminer, combien de temps bébé peut-il rester au sein seul sans souci de santé? J'aurais pu rajouter biberon seul. Réponse 6 mois. Ensuite, à partir de quel âge est-il envisageable? Le français est une langue précise. Envisageable, ça veut dire qu'on peut l'envisager. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Pas pareil. Hein. De donner autre chose que le sein, j'aurais pu rajouter le biberon. Réponse 4 mois. Et puis, à partir de quel âge est-il nécessaire? Nécessaire en français, c'est pas indispensable. Pas pareil. C'est la richesse des mots. De donner autre chose que le sein, environ 6 mois. Évidemment, si vous voyez un enfant de 6 mois et 3 jours qui est encore allaité exclusivement, évitez de déclencher l'alerte atomique ou au tsunami, c'est un peu excessif. C'est des ordres de grandeur. Voilà, ça c'est peut-être ma phrase préférée de l'exposé. La nature aime beaucoup la variété et les mélanges, donc on peut s'en inspirer pour le repère de la diversification alimentaire. Si on scotche des recommandations sur les parents indépendamment de leur propre culture, de leur propre mode de vie, de leur propre capacité financière, parce que c'est clair que les conseils alimentaires ont à voir avec les capacités financières, ça ne va pas marcher. Donc il faut s'en inspirer de cette variabilité. Et donc encore une fois, je me répète, ça sera la dernière phrase, éviter il faut et on doit et tenir compte des aspects culturels. Merci beaucoup. Merci Dominique, je pense que le message est clair. Alors, vous avez pu évoquer l'effet positif des prises répétées de légumes sur leur acceptabilité. Vous êtes où? Ici. Merci. Parce qu'il y a un âge où lire sur les lèvres, c'est pas mal. Et je crains l'avoir atteint. Excusez-moi. Et donc, oui, donc du coup, je vous demandais, vous avez évoqué le fait des effets positifs des prises répétées de légumes sur leur acceptabilité. Et à la fin de l'exposé, vous avez pu évoquer le fait que, justement, la non-variabilité des légumes, des fois, pendant, justement, les carottes, comme on a pu voir le schéma allemand, justement, du coup, les enfants acceptaient moins après le changement et les différents légumes. Alors, du coup, comment se positionner par rapport à... Alors, n'oubliez pas que ce n'est pas des études de vraie vie, hein, c'est des études scientifiques. On a essayé de répondre à des questions différentes. La première question, c'était est-ce que répéter tous les 2-3 jours, ça améliore la prise? Réponse oui. Et la deuxième question, c'était est-ce que soumettre tous les jours le même aliment ou bien varié a un effet à 15 mois et à 6 ans? Maintenant, il faut essayer de concilier les deux. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mais c'est ça l'intérêt des données scientifiques, c'est de les remettre dans la vraie vie. Et ça prouve qu'on ne peut pas être trop tranché, vous voyez. Les deux sont, vous avez raison, apparemment contradictoires, mais en pratique, il faut essayer de... Voilà. Alors, est-ce qu'il faut le faire 7-8 fois? J'en ai pas la moindre idée. Le message, c'est de dire, il ne faut pas hésiter à répéter. Quand Andrea Mayer a interrogé les mères, c'est une étude qui a été faite en France et en Allemagne, les mères allemandes ont répondu à la question « Au bout de combien de temps vous pensez que votre enfant n'aime pas un aliment que vous lui avez proposé ?» La réponse des mères allemandes était en moyenne 2 fois. Et la réponse des mères françaises était en moyenne 3 fois, 50% supérieure. Donc les mères françaises sont beaucoup plus ouvertes sur ce sujet-là que les mères allemandes. Bon, c'est ça le message, c'est pas de dire oui, il faut faire 7 ou 8 fois, vous voyez, voilà, parce que c'est des schémas d'études, hein, donc c'est loin de la vraie vie. Il faut essayer de concilier les deux, voilà. Frédéric? Oui, super présentation, j'ai beaucoup aimé. Mais alors, toujours dans cette étude franco-allemande, tu nous montres que les enfants qui ont reçu le lait maternel ont une consommation supérieure de légumes, mais si on leur avait donné du Nutella, ils auraient eu une consommation supérieure de Nutella? Est-ce que c'est la bonne nouvelle pour moi, pour répondre, c'est qu'on ne leur a pas donné de Nutella dans l'étude. Donc, ouais. Je ne sais pas mais répondre. De la viande ou des produits laitiers? Alors, les études ont été faites sur les légumes et sur les fruits. Les études ont été faites également sur le nombre d'aliments différents que les enfants allaités versus pas allaités vont consommer. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu des études sur des aliments... genre Nutella. Le message, c'est que... Est-ce qu'ils mangent tout simplement plus ou est-ce que... Non, c'est pas plus. Non. C'est, donc ils mangent moins d'autres choses alors?
en contrepartie. Probablement. De toute façon, la consommation alimentaire des enfants allaités, quand ils sont allaités exclusifs, bien sûr, elle est environ 25 à 30% inférieure à celle des bébés nourris au biberon. Pourquoi ? Parce que le bébé au sein, c'est lui qui dit stop, alors que le bébé au biberon, je pense que de temps en temps, il aurait envie de dire stop, d'ailleurs, il doit le dire, mais du coup, les parents, parce que voilà, il faut finir, parce que du coup, il va être aussi gros que le voisin de palier ou le cousin qui a un mois de moins ou un mois de plus, ils ne contrôlent pas le bébé. Le message, c'est qu'il y a même des études qui ont été faites avec des mamans qui recevaient ou pas de la carotte pendant la grossesse et ou pendant l'allaitement. Et on a regardé quelle était l'acceptabilité de la carotte dans les différentes populations. Et c'est toujours la même chose. Allaitement légèrement supérieur à grossesse, très largement supérieur à ni l'un ni l'autre. Et donc, ça veut dire qu'il y a des flaveurs qui passent et qui sont enregistrées dans la mémoire sensorielle de l'enfant et qui lui permettent de mieux accepter. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il l'accepte mieux au départ et au final, comparé à l'enfant allaité, il n'y a pas de différence après un certain temps, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui va se prolonger dans le temps et même à l'âge adulte et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'à l'âge adulte, ça ne pourrait être que des études observationnelles et là, il y a tellement de facteurs de confusion qu'on aurait du mal à lier les deux, quoi. Bonjour. Oui, merci beaucoup. J'avais une question. Dans le cadre des allergies familiales, est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour les introductions de certains aliments ou pas ? Merci de votre question. Je vais en profiter, si Laurent m'y autorise, pour tordre le cou, mais tordre le cou pour que ça fasse mal, parce que c'est vraiment très irritant, à un bruit de fond d'une recommandation qui n'en est pas une, de quelques pédiatres allergologues, et qui recommandent chez les enfants allaités exclusivement de donner à partir de l'âge d'un mois 10 millilitres d'un lait pour nourrissons. C'est non fondé par la science et c'est totalement irresponsable en termes de recommandations. Je ferme la parenthèse. Mais qu'est-ce qui a justifié cette... Bon, quand on lit l'article, c'est pas un comité d'experts, c'est des gens qui se sont réunis, c'est la liberté de chacun, hein, d'écrire, voilà, nous on pense que c'est une étude japonaise, et qui est mal faite sur le plan méthodologique. Il y a pas mal de bugs, comme toute étude de recherche clinique, hein, l'étude parfaite, ça n'existe pas. Pourquoi cette étude a eu tant d'écho? Surprenant. On peut se poser la question du fait que certains, suivez mon regard, aient donné de l'écho pour des raisons bassement mercantiles. Mais c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Quand on fait une recommandation, on doit se mettre tous ensemble. On doit s'asseoir. On ne doit pas s'envoyer des scuds, des allergologues ou nutritionnistes, des pédiatres à je ne sais quoi. C'est vraiment pas bien. Voilà, je suis désolé, hein, mais je profite de votre question. Voilà. Mais du coup, j'ai oublié votre question. Je pense que Marie Courdan est la réponse. Alors, pour les enfants qui ont un risque allergique parce que papa, maman, frère, sœur, pas plus, hein, a une allergie authentique, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de faire différemment des autres. Il y a 25% des enfants qui ont un papa, une maman, un frère ou une sœur allergique. Aucune raison de faire de façon différente. Il y a une tendance, mais qui n'est pas encore démontrée, donc il ne faut surtout pas le faire en pratique, qui est de dire peut-être que les enfants super allergiques, à super risque familial d'allergie, eux, pourraient faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait pendant des dizaines d'années, c'est-à-dire le plus tard possible. Et il y a des arguments, mais c'est encore trop tôt pour les mettre en pratique de recommandations, qui plaideraient pour, au contraire, chez eux, peut-être introduire beaucoup plus tôt qu'on ne l'a fait, parce qu'on a tous oublié quelque chose qui s'appelle la tolérance orale, c'est-à-dire le moment où on supporte un aliment, et il semblerait qu'il y ait des périodes électives où la tolérance orale soit supérieure à ce qu'elle est à d'autres périodes. Voilà, donc peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, un enfant qui a papa, maman allergique ou encore plus, qui a déjà des signes d'allergie alors qu'il n'a pas encore été diversifié, on va conseiller d'introduire l'arachide à 2 mois. Je n'en sais rien, mais c'est une possibilité. Voilà. Vous dites que la diversification alimentaire se fait
Qu'est-ce que ça aide quand on voit d'où vient la question? Excusez-moi, allez-y. Ça fait à peu près aux alentours de 5 mois. Mais pour des bébés qui sont prématurés, est-ce qu'on parle en âge corrigé ou... Alors, il n'y a pas de données. Il y a une étude randomisée qui a été faite en Inde et qui montre qu'il faut, en Inde, tenir compte de l'âge corrigé. Sauf que je ne suis jamais allé en Inde, mais j'ai la faiblesse de penser que ce n'est pas pareil que chez nous. Et donc, les enfants chez qui on ne tenait pas compte de l'âge corrigé prématuré indien dans cette étude randomisée avaient une mortalité plus élevée et une malnutrition plus élevée. Quand vous interrogez les néonatologistes, mais je pense que c'est vraiment des attitudes de service, je parle sous le contrôle de Laurent qui est compétent, je ne le suis pas, la tendance est plutôt, me semble-t-il, à parler en âge réel. Mais peut-être qu'il y a des situations où, lorsque la prématurité est majeure, de 3 mois, on ne va pas peut-être diversifier l'enfant à 1 mois d'âge corrigé. Donc il n'y a pas d'études. Je pense que ça va vraiment dépendre de chaque équipe et de chaque décision d'équipe. Mais là, je vais arrêter de parler. Si Laurent peut-être veut que faire je vais un laisser la commentaire, parole ça à serait bien. Céline. Je vois que... Peut-être donner le micro à Céline. Là-bas. Derrière. Oh. Bonjour, merci beaucoup. Quel est votre point de vue? Là, on repart en maternité sur introduction des protéines animales en besoin de compléments en cas d'allaitement maternel. La première semaine de vie, hydrolysa, pas hydrolysa, protéines animales, protéines végétales. Je pense que c'est le même type de situation que la situation précédente, c'est-à-dire des bruits de couloir. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont dans les congrès et qu'ils parlent, ils s'auto-excitent et il arrive un moment où ils disent des bêtises. Et puis quand ces gens sont connus, malheureusement, on pense qu'ils ne disent jamais de bêtises et puis on prend leurs propos pour forcément quelque chose d'intelligent. Ma remarque est très générale, j'ai aucune personne en tête, hein, c'est pas du tout le sujet. Ce qui est clair, ça c'est clair, c'est démontré, et toutes les sociétés savantes plaident là-dessus, la première semaine de vie chez un bébé allaité exclusivement pour lequel il y a un projet d'allaitement prolongé, et je dirais même quel que soit le projet, il faut éviter de donner des protéines étrangères, autres que celles du lait de sa mère, à ce nourrisson, parce que là, c'est associé à un risque plus élevé de sensibilisation aux protéines qui ne sont pas celles du lait de sa mère. Le plus souvent, c'est du lait de vache, parce que 99% des substituts du lait maternel consommés en France, ce sont des substituts à base de protéines du lait de vache. Le soja, c'est pas grand-chose, et le riz non plus. Donc, il n'y a aucune raison de dire animal, végétal et tout ça. C'est du pipeau intégral. Et donc, la seule chose à dire, c'est un bébé est allaité exclusif. Il ne faut pas lui donner des protéines du lait de vache la première semaine de vie. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que si, pour une raison ou pour une autre, après avis médical ou d'un professionnel de santé compétent, il y a besoin d'un complément temporaire, eh bien, on va utiliser quelque chose qui ne contient pas de protéines de lait de vache natives, mais plutôt des protéines de lait de vache hydrolysées, entre guillemets, c'est-à-dire coupées en petits morceaux. Si vous me posez la question lequel, je vous répondrai on n'en sait rien parce qu'il n'y a pas d'étude qui ait comparé X versus Y. Voilà. Ça, c'est quelque chose de sûr. Par contre, protéines animales, végétales, voilà. C'est des messages qui sont régulièrement... C'est un peu comme les geysers en Islande. Toc, ça sort. Le plus souvent, ça retombe par terre, et puis, à moins qu'on ait pris la photo, plus personne ne s'en souvient. Mais suivant l'endroit où le geyser a explosé, dans un congrès, dans un truc, quelque chose, ça peut comme ça partir en cacahuète, si je puis dire, excusez-moi, c'est un peu vulgaire, et puis entraîner des recommandations, mais qui reposent sur rien du tout, quoi. Rien du tout. Émettre des recommandations, c'est une responsabilité importante pour les professionnels de santé, sociétés savantes, ou pour un organisme d'État, Santé publique France, ministère de la Santé, etc. Donc il faut, et en France, on n'a pas la culture du suivi de ces recommandations. On n'a pas cette culture-là. On a la culture du propos de machin qui, à 17h03, après une longue journée de travail, a dit exactement l'inverse de ce que tout le monde pense et de ce que la littérature démontre. Et puis, ça part comme ça en jus de boudin, on ne sait pas pourquoi.